Le spectacle qui va suivre a été écrit et mis en scène par Sylvie Dervaux. Ce spectacle sera interprété par des bénévoles qui, pour la plupart, n'étaient jamais montés sur une scène. Les acteurs sont des mineurs, les épouses de mineurs, les enfants de mineurs, des amis et leurs familles. Maintenant, place à votre spectacle, le spectacle de tous les mineurs, du passé au présent, le spectacle des enfants du charbon. Les années passèrent et les siècles continuèrent la ronde du temps. Les chevalements, tels des cathédrales d'acier, restèrent les témoins silencieux d'une époque lointaine. La terre gardait dans l'intimité de ses profondeurs, au secret de labyrinthes mystérieuses, la trace fossile de ces monstres d'acier réduits au silence, comme figés dans un dernier mouvement, au chronomètre arrêté à l'ultime seconde par une main invisible. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des géants d'acier. Des géants d'acier? C'est une bien belle image. Cela m'a tout l'air d'être les vestiges d'une industrie de production d'énergie. Du charbon, sûrement. Papa! Papa! Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un support d'enregistrement numérique, très bien conservé semble-t-il. Voyons s'il est encore lisible. De l'image sérieuse et travailleuse de notre région. Et j'ai ressenti avec vous la tristesse. Ce soir, c'est un hommage qui est rendu aux mineurs. Nos mines ont été pour eux un extraordinaire outil d'intégration. Le premier charbon extrait ici a été célébré comme une aubaine. Je veux leur rendre un hommage particulier. Avec l'histoire du charbon, l'histoire de l'énergie. De la tristesse, probablement. C'est au cœur de la forêt que cette aventure prodigieuse a commencé. Le mineur est d'abord bûcheron, charbonnier. On ramasse le bois qui est brûlé pour obtenir du charbon de bois. Mais le vrai miracle se trouve exactement sous les pieds de ces gens, sous la terre. Juste en dedans, une vraie richesse, une énergie fabuleuse, depuis quelques 300 millions d'années, est là, disponible. Que l'homme se penche enfin vers elle, qu'il s'attarde un peu, puis seulement gratte, creuse, fort, pour qu'elle vienne servir son évolution. Le charbon
exceptionnel don de la nature, est né de ces forêts gigantesques, luxuriantes, qui poussaient ici durant l'ère carbonifère, cycliquement recouvertes par la montée des océans, puis ensevelies au sein de la terre, transformées sous l'action de phénoménales pressions, broyées, compactées. La matière végétale est digérée, assimilée, et dans l'alchimie mystérieuse de la chaleur et de l'eau, la métamorphose s'opère enfin. Et le précieux combustible, le charbon, est là. Alors, comme à l'aube de l'humanité, l'histoire se répéta. Et l'homme reprit sa quête, éternelle, obsédante, vitale. Et comme de lointains ancêtres, au début des âges, partirent à la conquête du feu, il fallut partir à la conquête du charbon. Et pour cela, rivaliser d'imagination, déployer des trésors d'ingéniosité, inventer, essayer, échouer, persévérer, recommencer encore et encore pour réussir un peu, puis un peu plus. Et arracher aux entrailles de la terre le diamant noir. Et il fallait y croire, au charbon de terre. Quelques visionnaires eurent vite compris
que cette découverte allait bientôt changer le cours de l'histoire, qu'il fallait, à tout prix, s'approprier cette énergie. Au XIIIe siècle, des gisements en affleurement sont découverts dans les régions de Saint-Étienne, le Creusot, Alès et Carmaux. Le charbon est utilisé pour remplacer le bois. En 1601, Henri IV crée la grande maîtrise des mines et minières de France. C'est en 1815, dans ce paysage de collines aux couleurs tendres, où prédominent d'importants massifs forestiers, que le charbon fut découvert en Lorraine. Au début du XIXe siècle, grâce à l'énergie produite par le charbon, les machines à vapeur permettent le progrès industriel. Dès 1802, la locomotive révolutionne les transports et par conséquence accélère encore le progrès. C'est en 1858 qu'une concession fut accordée, ici, à La Houve. On embauche à la mine. Alors, sous le regard protecteur de Sainte-Barbe, pionniers, aventuriers, explorateurs, inventeurs géniaux et généreux se glissèrent dans quelques trous, infractuosités noires et humides, portant en eux le bouleversant défi de se mesurer aux forces terrestres, devenant ainsi quelques sombres guerriers, livrant un combat sans merci aux redoutables éléments que lui oppose une nature qu'on ne viole pas impunément. En 1913, le charbon représente 98% dans la demande française d'énergie. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les pertes humaines sont telles en 1918 qu'il s'avère nécessaire de faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour prendre à la terre et remonter péniblement jusqu'au jour la précieuse cargaison noire, indispensable au fonctionnement des usines. Les mineurs mettent leur vie en péril et tentent de contrôler les éléments dans un monde souterrain régi par ses propres lois, qu'il faut apprendre à reconnaître, comprendre et dompter.
Alors, le mineur se forge une âme, comme il se forge des armes, pour combattre, contourner, dompter l'eau, la terre, l'air et le feu. Il lui faut s'adapter en permanence et faire appel à son instinct autant qu'à son intelligence. Savoir, écouter, regarder, sentir, ressentir, percevoir jusqu'au moindre bruit, tremblement, craquement de la terre, déboisage, flairer la moindre odeur suspecte, plus que voir, développer une telle acuité visuelle que le regard pénètre la pénombre, pressentir le moindre danger. Alors, comme les maillons indissociables d'une chaîne, les mineurs se sont unis, développant un esprit collectif, l'esprit de la mine. Et cet esprit a un nom, solidarité. Solidarité nécessaire, indispensable. Solidarité, quoi qu'il en soit, pour faire face aux dangers qui rôdent, omniprésents. Solidarité vitale, pour faire face aux coups durs. Solidarité, enfin, pour le meilleur et pour le pire. Sainte Barbe veille. C'était vraiment très très dur. Ce qu'il en a fallu de courage à ces garçons. Ils ont à peine mon âge. Mais l'homme, obsédé qu'il est par sa quête d'énergie nouvelle, cherche encore, et toujours, et trouve. Entre 1920 et 1930, plus de 50 barrages hydrauliques sont construits. Et les importations pétrolières sont placées sous le contrôle de l'État. En 1929, c'est la crise économique et ses répercussions sur le secteur minier sont importantes. La production décline. En 1934, la houve est électrifiée et des bandes transporteuses dans certaines galeries viennent remplacer les berlines que tirent et poussent hommes et chevaux. En surface, sur le carreau, les chevalements et machines d'extraction
sont environnés d'ateliers et d'usines. On y trouve des forges, des scieries, des menuiseries et des serrureries, mais aussi des écuries, car la mine a besoin de toute une chaîne de métiers sans lesquels le métier de mineur de fond serait vain. Les mines alimentent en charbon les cokeries et les premières centrales thermiques. Des baraquements de bois sont construits pour accueillir une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. La mine absorbe toutes les énergies et les femmes donnent également une lourde contribution à l'exploitation du charbon. Non seulement elles s'occupent de leur foyer, élèvent leurs nombreux enfants, mais travaillent dur dans les lavoirs, au tri du charbon. Ah, la nature n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas facile de composer avec elle. Elle ne se laisse pas faire. Pour tailler ses veines de charbon, il faut en payer le prix. De courage, de ténacité, de sueur mêlée de larmes et de sang. Il arrive malheureusement qu'elle prenne la vie de ceux qui se mesurent à elle. Il faut toujours être sur ses gardes. Maman, il est où, mon papa? Il est où, mon papa? Maman, il est où, mon papa? Mais, que se passe-t-il? Où vont tous ces gens? Papa, j'ai peur. Venez près de moi. C'est la guerre. Ils tentent de fuir. Certains vont tout perdre, même la vie. D'autres iront perdre jusqu'à leur âme. Mais quelques-uns se révéleront des héros, n'écoutant que leur cœur. Ils se forgeront une âme plus forte, plus belle. Plus tard, on les appellera les justes.
Mais il y a plus dur que le travail à la mine. Il y a pire encore que tous les dangers de la mine. Il y a plus noir que ces obscurs méandres et galeries. La guerre. Après 1870 et 14-18, voilà que l'horreur dévoile encore un autre visage. Et de sombres années se succèdent entre 1939 et 1945. Le charbon est un véritable enjeu économique. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, le bassin houiller est mis sous séquestre. La population est soumise aux lois du Reich. Les mines sont exploitées par des prisonniers russes et polonais très durement traités. Le bassin minier est le théâtre d'affrontements acharnés et d'intenses destructions. À l'heure de la libération, le constat des dégâts est terrible. Mines abandonnées et noyées. Installations totalement détruites. La France manque de tout. Il faut maintenant reconstruire le pays et les besoins énergétiques sont immenses. Il faut d'urgence moderniser et équiper les mines pour accroître la production de charbon. À l'Assemblée nationale, on vote à main levée la nationalisation des houillères. La loi du 19 avril 1946 crée un organisme central, les Charbonnages de France, qui organise et structure l'exploitation de charbon sur le territoire français. Un décret institue les houillères du bassin de Lorraine, les bassins houillers du Nord-Pas-de-Calais, Loire, Cévennes, Blanzy, Provence, Auvergne, Dauphiné, Aquitaine sont également mis en place en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial. Il y eut aussi les fameux discours de Maurice Thorez et de Charles de Gaulle. Mineurs,
Le sort de la France est entre tes mains. La phrase est dite. Alors, il faut trouver en soi ce qu'il faut de force et de courage pour arracher à la terre jusqu'au sacrifice le noir combustible. Une armée d'hommes se lève pour relever la France, avec pour seule arme son intelligence contre une nature hostile. Ils partent au front de taille comme on part au combat. C'est la bataille du charbon, sur le carreau et jusqu'au fond des puits, jusqu'au fond ténébreux des galeries. L'écho résonne de ces mots comme productivité, sécurité, modernité. Le mineur devient premier ouvrier de France. Des cités sont construites. Les maisons possèdent un jardin, un poulailler, pour attirer et fixer la main-d'œuvre. La mine maternante donne l'accès aux soins médicaux gratuits. Elle accompagne la vie de ces hommes et de ces femmes de la naissance à la mort. Les jeunes filles sont accueillies dans des écoles ménagères. Elles y apprennent à devenir de bonnes épouses de mineurs et aussi de bonnes mères pour les futurs enfants de la mine. Un jour, ils iront à l'école des mines pour y être formés à leur tour. Plus tard, ils serviront la mine. Il y a les congés payés, la gratuité du transport, les associations sportives. Crèches et colonies de vacances accueillent les enfants et libèrent les mamans qui travaillent aux houillères. Il y a aussi des fêtes inoubliables et la bière qui coule à flot et chaloupe les danses. W piwnicznej izbie siedzę sam nad kuflem pełnym piwa. Oczy ma wodzę tu i tam, a głowa mi się kiwa. Ja biorę kufel w ręce swe i piję, i piję, i piję. O Maryjanno, gdybyś była zakochaną, nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc. Cyganie, co pędzimy z wiatrem. My, cyganie, znamy cały świat. My, cyganie, wszystkim gramy, a śpiewamy sobie. Ja biorę kufel w ręce swe i piję, i piję, i piję. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Za te czarne, cudne oczęta serce duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta serce duszę bym dał.
via e sperate vedere. Non trovano pace, la notte faccio giorno e sempre sta che torna, sperando di parlare. Rozkoszy krańskich nie chcę znać i wiedzieć, gdzie się kryją. Lecz ty mnie tak nie może wstać, gdzie piją, gdzie piją, gdzie piją do dna. L'exploitation du charbon français nécessite un effort important de modernisation. Au jour, des bureaux d'études sortent des plans, des maquettes, des prototypes. Les techniciens travaillent à moderniser les équipements, mécaniser, électrifier, sécuriser. On invente, on essaie, on modifie, rectifie, adapte, automatise. Une chaîne d'hommes, au jour comme au fond, travaillent ensemble, unissant leurs efforts dans un même combat. Produire plus, produire mieux, produire encore, et la production de charbon augmente et dépasse les 45 millions de tonnes. En 1947, la houve atteint pour la première fois les 1 million de tonnes. Alors qu'une très forte agitation sociale règne en France, la situation se dégrade en 1948 dans le secteur minier. Les fosses, les mines sont occupées. De sérieux affrontements opposèrent mineurs et forces de l'ordre. Il y eut plusieurs victimes. En 1958, la production de charbon atteint son niveau record avec près de 59 millions de tonnes. Mais déjà la France s'oriente vers de nouvelles ressources, atomes, hydrocarbures et gaz. Le charbon subit les aléas du marché. En 1960, à la télévision, le 14 juin, De Gaulle déclarait « Il s'agit de transformer notre vieille France en un pays neuf et de lui faire épouser son temps. » Dans ses mémoires, il expliquera plus tard « Les nécessités de l'immédiat après-guerre nous avaient conduits à tirer de nos mines tout ce qu'elles pouvaient fournir, car pour remettre en marche nos usines, nos chemins de fer et fabriquer du courant électrique, c'était presque la seule source d'énergie. » Le trépaneur, machine étrange, est essayé à la houve, en veine E. Séduisant, mais pas assez puissant, disent les mineurs. Suivent des machines de creusement de plus en plus puissantes. Le mineur continue, le rock miner et l'alpine miner. Les essais pour le soutènement marchand sont financés par la CECA en 1967. Des haveuses telles que la DTF et la Panda et bien sûr l'Electra 2000 arrachent par tonnes le charbon. D'énormes efforts sont déployés pour la sécurité des hommes, du fond et du jour. Un poste de télévigile surveille, mesure, teste, contrôle, vérifie l'aérage, l'atmosphère, le taux de CH4, ce fameux grisou
qui s'échappe du charbon au moment de la taille est traqué jusqu'au moindre recoin des galeries. À la sortie de la cage, la galerie s'ouvre, béante, au regard des hommes qui s'y enfoncent. Le groupe se sépare, partant chacun vers son poste, dans sa spécificité. Je suis animateur sécurité. Je suis électromécanicien. Ripper pile. Orion bout de feu. Je suis délégué mineur. Je suis haveur. Hydraulicien. Porion électro. Ripper pile. Bout de feu. Haveur. Électromécanicien. Fermeture taille. Piqueur. Bout de feu. Je suis chef Porion. Électromécanicien. Hydraulicien. Je suis patrouilleur. Conducteur de locaux. La France entre dans une époque de mutations brusquées, d'évolutions accélérées qui provoquent chez les Français, peuple foncièrement conservateur, traumatisme, inquiétude et incertitude de l'avenir. Et ce traumatisme et cette inquiétude sont particulièrement ressentis dans le monde de charbonnage. Jean-Marcel Jeanneney prépare un véritable plan de récession auquel la grande majorité des 216 000 salariés des houillères et charbonnages de France n'est pas préparée. L'hydraulique, le pétrole et le gaz, bientôt suivis par le nucléaire, viennent progressivement remplacer le charbon dans la production d'énergie électrique. Au cours des années qui suivront, Charbonnage de France et les houillères vont mettre en place une véritable politique de conversion et d'industrialisation des régions minières et élaborent également des mesures sociales pour rendre gérable la diminution de la production. Les mineurs réagissent et luttent pour protéger leur travail.
Mais il allait s'écouler encore beaucoup de temps, pendant lequel Charbonnage de France, les houillères et l'ensemble du personnel connaîtraient beaucoup d'événements, de crises, de luttes, ainsi que malheureusement de tragiques accidents collectifs causant la mort de nombreux mineurs.
Le plan Bettencourt accélère la régression et de nombreux puits français cessent leur production. Les veines les plus difficiles sont abandonnées au profit de veines plus épaisses et plus propres. Cela conduit en 1990 à l'arrêt du bassin du Nord-Pas-de-Calais. Les moyens humains et techniques se concentrent sur les sièges les plus productifs, situés en Lorraine, dans le centre-midi et en Provence. L'un après l'autre, les bassins houillés ferment irrémédiablement. À la houve, en Venn-Albert, le dernier panneau sera exploité. Jusqu'à la dernière tonne et jusqu'à la dernière heure, les derniers mineurs de charbon français exerceront consciencieusement leur métier au plus haut niveau de professionnalisme et de sécurité. Pas d'accident. Sainte-Barbe veille. Veille. Toujours. Mais personne ne restera sur le bord de la route. Les mineurs sont accompagnés dans leur mutation professionnelle au sein de charbonnage ou au sein de nouvelles entreprises. Les efforts pour réindustrialiser les régions ont porté leurs fruits. Plus de 110 000 emplois sont créés depuis 1967 pour les mineurs, pour leurs enfants, pour les régions. Les redoutables dents de carbure de tungstène mordent dans la matière noire et scintillante qui tombe par blocs dans le convoyeur blindé. Il faut se tortiller pour passer entre les piles du soutènement. Ce soutènement marchand qui maintient le plafond de charbon au-dessus des hommes. Le haveur accompagne un monstre. L'énorme Electra 2000, dernier modèle de haveuse dans sa progression. Une télécommande permet de donner des ordres à l'énorme bête d'acier, obéissante, qui broie la roche tout aussi bien qu'elle dévore, gourmande, insatiable, le charbon. Mais cette taille est la dernière. Il fallait bien qu'elle arrive, cette année 2004, ce mois, ce jour, cette heure. C'est l'instant du dernier tête-à-tête du haveur et de sa machine.
L'instant d'après, l'Electra 2000 cessera ses hurlements d'acier. L'homme, ému, regarde encore la Haveuse et prend conscience de sa rupture imminente avec l'étrange compagne de sa vie souterraine. Soudain, sous ses yeux, l'énorme monstre semble changer de façon presque imperceptible. Et subtilement se transforme. L'animal infernal se personnifie pour devenir ce dragon gentil à l'épaisse carapace, condamné à rester seul, ici, dans le noir, pour l'éternité. Il l'imagine maintenant, prisonnier des ténèbres, attendre encore longtemps le rythme des passes, guetter encore les petites lumières qui précèdent le pas des hommes et se figer doucement, inéluctablement, les articulations et les os perclus de rouille, lentement se fossiliser, épouser la terre et rejoindre enfin le destin des grands dinosaures. Le passage est très étroit au fond de la taille. Il faut se courber et se contorsionner au milieu d'une forêt de piliers métalliques, hydrauliques. Là, l'eau est plus présente encore. Le schlamm glisse sous les pieds. C'est peut-être là plus qu'ailleurs que l'omniprésence des éléments se conjuguant est la plus forte. L'odeur des souterrains, du charbon, l'humidité, la pression des forces en présence, l'eau et l'air, l'indispensable absence de la moindre étincelle. Il faut riper une pile. Le plafond de métal redescend et relâche ses 250 tonnes de pression contre la voûte. Le plafond de charbon s'éboule et s'écroule derrière l'énorme machine. La nature reprend ses droits. Et la terre reprend sa place. Et comble l'espace. La nature a horreur du vide. C'est bien connu. Il faut rejoindre le fond de la taille. Le blindé achemine le charbon vers les bandes transporteuses. Des mineurs, ici, renforcent le soutènement. Ce sont des boiseurs. L'acier a remplacé le bois, mais le nom est resté. Il faut renforcer le boisage, soutenir le plafond pour ne pas le laisser s'effondrer. Pas tout de suite. Pas tant qu'hommes et machines travaillent juste en dessous.
C'est l'instant de la dernière tonne, de la dernière remonte, celui du charbon sur les bancs de transporteuses et celui des hommes qui suivent pour un long moment le même itinéraire, regagnant au même instant les mêmes galeries. C'est le parcours à l'envers des hommes du fond vers le jour. La cage attend, les mineurs s'y engouffrent. Le dernier charbon poursuit sa route vers le puits d'extraction et se perd dans la nuit pour rejoindre le dernier skip qui l'acheminera jusqu'au jour. L'heure est unique. De brefs regards se croisent. Et pudique, c'est vite. C'est l'instant étrange du passage subtil des ténèbres à la lumière, où il faut mourir un peu à cette vie mystérieuse. Ils reviennent, tout palpitant encore du pouls de la terre, vibrant toujours des vibrations de l'étrange, offertes par la puissance secrète d'énigmatiques forces telluriques. Les yeux clignent au jaillissement de la lumière, les poumons s'ouvrent une nouvelle fois à l'air libre, une autre vie commence, celle du jour, de la surface retrouvée. Les yeux brillent encore d'éclats de mystère et percent d'une autre lumière des visages noircis. Les regards clairs sont plus bleus ou plus verts, les regards sombres sont plus miels ou chocolat. Les visages noircis tous pareils, tous semblables, marqués de poussière noire, tatoués de charbon, sont troublants de gravité, éclairés de sourires, qui ne sont que l'esquisse de leur rire d'enfant, qui l'instant d'après percuteront les murs pour rebondir en écho jusqu'au ciel, que rejoignent les chevalements. La fatigue et l'émotion d'une bouleversante journée ploient légèrement des épaules que l'on redresse fièrement. Les pas conduisent à la lampisterie. Les lampes sont remises à leur place, les batteries sur les chargeurs. Les vestes se déboutonnent hâtivement. En marchant vers la salle des pendus, on tombe les vêtements. Le charbon s'immisce partout, couvre les torses et les dos, pénètre les peaux, s'insinue au secret de replis intimes, dévoilés au regard de tous. C'est le bonheur de la douche. L'eau chaude décontracte, détend les muscles, soulage les courbatures, refait la peau neuve. Des mains se tendent une dernière fois vers des dos amis et frottent les poussières de charbon. Ces particules noires, porteuses de mémoire, rejoignent l'eau qui les entraîne, emportant avec elles des histoires et des secrets que personne ne dira au jour. Des histoires d'hommes, de complicité, de camaraderie, de bonheurs et de souffrances. Des secrets qui resteront secrets, qui ne regardent pas le jour, qui appartiennent à la mine, aux sombres méandres des galeries et aux hommes du charbon. L'homme du charbon, fort et courageux, généreux et pourtant tendre et vulnérable. C'est un enfant terrible, attachant. Son intelligence est vive, instinctive. C'est un homme
qui ne se fait pas à la faveur du mensonge. Il assume ce qu'il est. Un homme tout simplement, avec ses failles et ses forces, tout comme la terre dont il a su tirer sa force et son énergie. Il est conscient de faire partie d'une grande famille, animée d'un autre esprit, celui de la mine et des mineurs. Il porte au cœur une autre flamme, éternelle, sans aucun doute. L'âme des enfants du charbon.